Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes samedi 10 mai 2025, il est 8 h. Et comme chaque matinée, nous allons vous accompagner jusqu'à 9 h 30. Amel nous rejoint. Amel, bonjour. Bonjour Nour. Comment ça va, Amel? Ça va très bien. Ah, aujourd'hui, on est bien. Oh oui, surtout le matin, on a eu une Surtout bonne averse. le matin, mais alors, oui. belle fraîcheur. Oh oui, franchement, oui. On Matinale. est gâtés. On est gâtés aujourd'hui. Inch'Allah. On l'attendait, hein, Ouais, n'est-ce pas? on l'avait dit hier, mais bon. Pourvu que ça dure au moins quelques Au moins jours. quelques heures, au moins. Quelques Mais il y jours. aura des éclaircies quand même. Hein. Voilà. Alors, plus de détails après. Plus de détails après, voilà. On va pas trop Parce dire. que Quand tu nous dis il y aura quelques éclaircies, on pense qu'on aura ça pour quelques... Pour un 27 degrés, 26, donc il ne faut pas s'attendre à des pluies torrentielles. Hein. D'accord, oui, bon. Allez, Malish, baraka fil qalil, Inch'Allah, comme on dit, Inch'Allah. n'est-ce pas? Inch'Allah. Alors aujourd'hui, Amel, en compagnie de notre ami Ahmed Ghali, comme chaque samedi, nous allons rendre hommage à une autre personnalité qui a marqué donc l'histoire de l'Algérie. Cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une personnalité qui, elle, a marqué donc la recherche et particulièrement la propagation des valeurs islamiques à travers, excusez-moi, à travers beaucoup d'écrits, beaucoup de livres. Il s'agit donc de Shir Salah Ait Aljet qui nous a quittés un certain 1er mai. Cela fait 2 ans. Rappelez-vous, c'est le fils donc, de Tahar Ait Aljet. Et donc, ce sera un hommage qu'on lui rendra aujourd'hui en compagnie de notre ami Ahmed Kriga Hassan et en compagnie de Yassine Yala. Alors, il a choisi aujourd'hui un sujet, mais alors qui fait couler beaucoup d'encre. L'intelligence artificielle. Ah oui. C'est très tendance en ce moment. C'est très tendance et surtout beaucoup d'appréhension par rapport à l'intelligence artificielle. Alors on se pose beaucoup de questions. Hein. Alors est-ce qu'on va disparaître? Est-ce que c'est une menace aussi? Est-ce que c'est une menace? Est-ce que c'est un outil, juste un outil de travail? Est-ce que c'est un allié? Est-ce que c'est un ennemi? Est-ce que nos métiers vont bientôt disparaître? Donc ce sont des questions qu'on se pose beaucoup. Exactement. Surtout que tu sais que Amel, cette semaine, j'ai eu sur le fil d'actualité qu'en Chine, Oui. ils ont lancé un hôpital qui est à 100% dirigé par des robots. Donc les médecins, les consultations, la direction, tout se fait par des robots. Même à la réception? Tout. De la réception, alors c'est 100%. D'accord. Alors c'est une direction à 100% par des robots. S'il y a une panne, comment il faut? Ah ben, à ce moment-là... Comment ils vont soigner les malades? Voilà, ça c'est une bonne question. Donc finalement, on revient au génie humain. Ah, il n'y a pas mieux, hein, moi, franchement. N'est-ce pas? Oui, il n'y a pas mieux que l'être humain. Hein. Effectivement. Alors justement, ce sont des questions auxquelles nous essaierons de répondre en compagnie de notre ami Yassine Yala. Et cette matinée, nous allons aller du côté de Ouargla, retrouver notre ami Farhat Mouzaoui, qui lui va nous parler donc de patrimoine. Encore une fois, nous terminerons l'émission comme chaque samedi en compagnie de notre ami Amina Zéré, cette fois-ci qui va recevoir une artisane et un chef cuisinier. Voilà donc pour le programme de cette matinée. Bon, tu nous annonces déjà les couleurs, hein? Ah bah oui, c'est très intéressant. Très intéressant. Ah, alors aujourd'hui, riche, on aura hein. une carte variée finalement. Ah, c'est riche, franchement. N'est-ce pas? On aura beaucoup de choses à dire. Ah oui. Allez, c'est parfait. Ce sera juste après cela. موبيليس تقدم لكم الأحوال الجوية. موبيليس، معا نصنع المستقبل. Nous avons hâte pour les nouvelles d'aujourd'hui. Ah oui. Ah On oui. l'attendait avec impatience, ces petites pluies. Par contre, Météo Algérie a émis une vigilance orange, mais Ah, plus d'accord. au sud. Plus au sud. D'accord. D'accord. Bon, vas-y, Je vous le c'est à dis tout toi. à l'heure. Merci Nour, bonjour à tous et bon réveil. Eh bien, pour aujourd'hui, Météo Algérie prévoit des passages nuageux sur les régions centre et est du pays qui peuvent donner quelques pluies par endroits qui sont parfois orageuses. Près des côtes centre également est, de la brume en matinée sur les côtes ouest, puis le ciel restera dégagé à partiellement voilé, mais des cellules orageuses se développeront sur les hauts plateaux ouest qui peuvent engendrer des vents qui vont être du côté des hauts plateaux ouest et centre, qui vont donner quelques particules de sable en suspension vers ces régions. La moitié sud, on aura des passages nuageux. Sur le sud-ouest, le Nord Sahara, les oasis, le Sahara central, ces nuages seront accompagnés de pluie sous forme d'averses orageuses du côté de Tindouf, Timimoun, Bni Abbas, et ces pluies sont localement assez marquées du côté de Tindouf et Bni Abbas, d'où Météo Algérie a émis une vigilance orange durant
durant cette matinée à partir de 9 h jusqu'à demain matin 6 h. Des pluies orageuses localement assez marquées avec des quantités de pluie estimées entre 20 et 40 mm. Donc soyez très très vigilants. Et oui, du côté de Tindouf et Bni Abbas. Ailleurs, rien à signaler. Le ciel restera dégagé à partiellement voilé. À noter des vents forts vers le Sahara central et du côté de Tindouf, le Nord Sahara, les oasis qui vont engendrer des écoulements de sable, bien sûr, avant l'arrivée de la pluie. Et la visibilité risque d'être réduite vers ces régions. Donc soyez encore très très vigilants. Les températures, quant à elles, eh bien, elles seront plutôt élevées par endroits. Le maximum, 31 degrés du côté de Djelfa, 30 à Relizane, 29 Tizi Ouzou, également Batna, 28 degrés Constantine et Sétif, 27 à Guelma, 26 degrés à Tlemcen, 25 à Al-Bayot, Alger, Annaba, 24 à Oran. Au sud, 31 degrés à Béchar, 36 à Tindouf, Gardaya, 39 vers Biskra et Janet, 38 Tamanrasset, 40 à Ilizi, 42 degrés du côté de Salah et 45 degrés le maximum Borj Bedjbourtar et Ngazem. La mer aujourd'hui, eh bien, elle se montrera un peu agitée sur les côtes centre et est, plutôt calme sur les côtes ouest, avec des vents faibles à l'ouest, 10 à 20 km/h et les vents seront variables, et jusqu'à 40 km/h sur les côtes centre et est, et les vents sont de secteur est à nord-est. Un petit voyage, cette fois-ci du côté de l'Amérique du Nord, où on aura quelques faibles pluies à Montréal, Vancouver, également Mexico, nuageux à Miami, plutôt dégagé à Washington, mais partiellement voilé New York, Dallas, également en Californie. Le mercure affichera 13 degrés à Vancouver, 14 à Montréal, 22 New York, Washington, 23 à Dallas, 29 Miami, et enfin le maximum cette fois-ci en Californie avec 32 degrés. Voilà. Je vous retrouve tout à l'heure, juste après le journal télévisé de midi. Et d'ici là, passez une très très bonne matinée avec la suite des programmes sur Bonjour d'Algérie. À tout à l'heure. موبيليس قدمت لكم الأحوال الجوية. موبيليس معا نصنع المستقبل. Et on notera des températures plutôt stationnaires. Oui, par rapport à hier, ça n'a pas changé. Ouais. Alors, on rappelle juste la vigilance du côté de Tindouf. Très prudent parce que c'est une vigilance orange. Vu aussi l'emplacement de Tindouf et Bni Abbas, donc soyez très vigilants. Voilà. Effectivement. Des pluies assez marquées. Voilà. En tout cas, merci beaucoup, Amel. C'est moi. On se retrouve tout à l'heure sur la télévision du midi. Avec plaisir. 19h, avec un peu plus de détails. Probablement plus de pluie. Eh oui, j'espère. On voilà. espère toujours. Alors, tu reconnais la photo du jour? Eh bien, on m'a dit, d'après Zahra, c'est Guelma, c'est ça? Oui, voilà, effectivement. C'est le choix de notre amie Zahra, l'ingénieure du son, qui nous emmène aujourd'hui du côté de Guelma. Un hommage à Guelma, à toute la région, particulièrement suite au massacre du 8 mai 1945. Alors, Guelma était un important centre commercial phénicien. C'est l'une des villes les plus importantes au cœur de la Numidie orientale. Elle s'appelait Malacca à l'époque phénicienne, puis Kalama à l'époque romaine, et son nom au fil du temps est devenu Guelma. Voilà, donc merci pour... Merci à Zahra. Merci à Zahra. Donc pour déjà la photo et les informations qu'elle a partagées avec nous ce matin. Voilà, merci beaucoup Amel. C'est moi. On se retrouve tout à l'heure. Inch'Allah. Allez, à tout à l'heure. Et on continue toujours en hommage à l'Algérie. Je vous propose cette belle chanson qui a été composée par un collectif d'artistes qui nous viennent du Sud. Je vous laisse apprécier et on se retrouve juste après. تميمون الشيخ أنت قراري أم سيدي عثمان عن غير رحم الشهداء عن غير حضور بيت زايد أنت ربي
مثل الغيب العجاب لين ورتيتك المدة صورة لك دايما في الجزائر تبان Très très belle chanson donc, qui a été composée par un collectif d'artistes qui nous viennent d'un peu partout, donc des régions du sud de l'Algérie. Très belle chanson en hommage à l'Algérie. Cette fois-ci, un autre hommage à une autre personnalité, comme je vous disais, qui a marqué encore une fois l'histoire, les valeurs musulmanes, mais aussi la recherche, donc tout ce qui concerne donc l'islam. Il s'agit du feu Salah et Al-Jet et donc on va en parler en compagnie de notre ami Ahmed Garigassine, pardon, et ce sera juste après cela. Ahmed, bonjour. Bonjour Nour, bonjour à tous les téléspectateurs. Sabah al-khair alaykoum. Sabah al-anwar. Inch'Allah, Allah yaslimk yaishak. Ça va? Ça se passe bien? Alhamdulillah, ça va. Alhamdulillah. Qu'est-ce nachat, comme on dit? Cette semaine, c'est la calmie. J'espère que c'est la calmie avant, mais chez la tempête, mais avant la grande... Tempête culturelle et tempête de savoir. Inch'Allah, ya Rabbi. Inch'Allah. Alors aujourd'hui, ça va être un bel hommage qu'on va rendre à l'une des personnalités qui nous a marqué. En fait, c'est une personnalité avec laquelle nous avons grandi. Exactement. Il y a, bien sûr, tout le monde connaît le père, mais on connaît aussi le fils parce que... C'est vrai qu'on connaît le père plus que le fils. Mais il était tout le temps avec lui. Donc, il y avait le groupe qui était tout le temps avec Cheikh Tahar, Rabbi yarhamou. Et bon, ça nous a fait avec beaucoup de peine et de tristesse qu'on a perdu un certain 1er mai 2023. Ça fait déjà 2 ans. Et il est décédé avant son père, donc son père est parti sans savoir que son fils l'a précédé, Rabbi yarhamou. Mais il faut dire qu'il a fait ce qu'il devait faire, ce que devait faire le fils pour son père. Normalement, donc naturellement, les choses auraient dû se faire chronologiquement d'une autre façon. Mais bon, ça n'a pas été le cas. Mais quand même, il a devancé les choses. Il a commencé par écrire un livre sur Cheikh Mouloud al-Hafidhi. C'est un grand alim, il se distinguait de tous les ulama de la période, la première moitié du XXe siècle. Donc il était dans le mouvement des réformistes, mais il était un peu plus conservateur. Donc, mais il a été un peu marginalisé parce qu'il n'était pas dans Jum'iyat al-Ulama. Il a eu des différends avec certains de Jum'iyat al-Ulama. Donc, mais lui, là, on commence par directement la photo. Donc, très très jeune d'ailleurs. Voilà, on les voit. Donc, il y a Cheikh Tahar avec son fils et son étudiant, qui est un deuxième fils en réalité, Mohamed Sherif Gahar à droite, donc au milieu. Et donc, on les voit. Donc, ça, c'est peut-être au début des années 50, peut-être en Tunisie ou là quand ils sont partis. Parce qu'il était tout le temps, c'est l'aîné de son père, donc il est né en 41. Son père avait 23 ans, parce que donc ils sont presque frères. Donc quand on les voit, même avec l'âge, donc ils grandissent ensemble. Ils grandissent ensemble. Voilà, ils partagent des valeurs ensemble. Donc il a étudié chez son père, donc il sait. Et puis en 56, quand la Zaouia a été bombardée par l'occupation française, par l'armée d'occupation, donc ils sont partis. Ils sont partis, tout le monde est parti avec tous ses élèves. Cheikh Tahar a pris tous les élèves, parce que c'est à la demande de Amirouche, Rabbi yarhamou. Donc ils sont partis en Tunisie. Il a fait tout le trajet avec son père. Donc. Et c'est lui qui a raconté ça dans le livre qu'il a consacré à la vie de son père. Donc il raconte un peu... oui, c'est la traduction. Donc on va peut-être voir la couverture en langue arabe. Ça, c'est la traduction qui a été faite par notre ami M. Oud Boudjoun. Rihlat Qarn, périple d'un siècle, exactement, c'est ça. C'est un travail qui a été traduit. Ah, exactement, donc ceux qui aimeraient lire. Donc et à travers la vie du père, on voit aussi la vie du fils, parce que bon, il était tout avec lui quand ils sont arrivés en Tunisie, donc il a étudié. Après l'indépendance, ils sont revenus, il a commencé à travailler. Il était enseignant de langue arabe au lycée Uqba. Donc, et juste après, quand il a pris sa retraite, donc c'est une deuxième vie. Au début, il a géré la Zaouia de Sidi Yahya al-Idli, donc à Tamoukra, la Zaouia de ses aïeux, à un certain moment, et il s'est par la suite converti à l'écriture. Donc, il a commencé. Là, c'est un travail de recherche très, très important.
Donc il a consacré ce travail sur les journaux de soufisme en Algérie, donc de 1838 à 1955. C'est ça? 1900, pardon. 1920, 1955. 1955. Donc c'est pas 1838, c'est un 1338, peut-être. Voilà. 1338. Il y a une petite erreur dans la couverture, oui. Hijri. Donc il a consacré, parce que eux-mêmes, ils sont, à la différence des autres zawiyas de Kabylie, donc en fait, la zawiya de Sidi Yahya, c'est une zawiya où on enseignait toutes les sciences. Donc il n'avait pas de spécialité de prédilection, comme par exemple la zawiya de Sidi Abdelrahman il-Louli ou la zawiya de Tesla. Voilà. On voit le père et le fils. Et le fils. Donc le même sourire, le même regard. Rabbi yarhamhum. Donc, après, on rappelle que tu les as connus de près. Oui, exactement. Et c'est toujours, ça revient. Oui. Donc, on se dit, après 2 ans, les émotions se sont un peu calmées, mais ce n'est pas le cas en fin de compte. Donc, ça ne se calme jamais, finalement, on vit avec. Exactement, ça revient. Donc, à la Zawiya, donc, ils enseignent, Cheikh Tahar enseignait toutes les sciences, donc le faire loura, surtout le loura, beaucoup de ce qui concerne la langue arabe, la grammaire, sarf, etc. Et puis, bien sûr, tafsir et toutes les sciences aussi islamiques. Ça, c'est le premier livre qu'il a consacré. Et il dit dans l'introduction, il n'a commencé le travail qu'après avoir demandé l'autorisation de son père. Lui qui était déjà retraité. Donc, il fait un travail de recherche. Ça représente un peu, j'ai envie de dire, le respect qu'on a vis-à-vis. Il faut voir, donc, quand ils sont ensemble, si le père parle, donc, mais ni le fils, ni l'élève. Même Dr Gahar, il leur disait, non, Cheikh a parlé, je n'ai rien à dire de plus. Donc en fait, on voyait en eux, c'était un collège qui se déplaçait. Donc, on voit un groupe, donc ils ont pratiquement, donc c'est le même âge. On voit, bon, Cheikh Tahar, il est un peu plus vieux, mais il les dépasse de 20 ans, d'une vingtaine d'années. Là, j'ai tenu à chercher ces photos parce que là, il était avec nous, donc dans une rencontre d'astronomes amateurs à Ain Fukroun, à Bouagui. C'est l'association Ibn Haytham avec notre ami Zino Zerwel qui a organisé ça. C'était en 2017. Ça, c'est la délégation omanaise, c'est des amis, des astronomes amateurs de Oman. D'accord. Donc, il est au milieu avec eux. Donc, il a assisté du début à la fin. Il était avec tous les enfants, mais il fallait voir, il y avait c'est une activité d'astronome amateur. Donc, il y a tous les élèves de lycée et de collège qui viennent, donc de partout de la wilaya, parce que c'est un événement très important. C'est une rencontre. Donc, il y avait des invités. Donc, il y avait un Soudanais, il y avait des Omanais, il y avait des Tunisiens. Donc, c'est quand même, c'est important. Donc lui, il était là avec tout le monde et on a fait une visite à Al-Roufi. D'accord. Il est venu, donc on n'est pas très loin, alors autant en profiter. Exactement. Donc toujours avec les petits, donc il était tout le temps avec tout le monde. Donc et ça dénote un peu l'aspect, c'est la carrière. Il était enseignant toute sa vie, donc il était donc il discutait, il parlait avec son sourire constant et fixe. Donc on se demande comment il faisait. Alors bien, donc ça j'ai tenu. Je pense qu'il ne faisait pas beaucoup d'efforts parce que c'est sa nature, c'est une nature en soi. Exactement. Bien sûr, il vient d'une grande école, l'école de Cheikh Tahar, mais c'est pour aussi montrer un peu l'aspect humain de la personne. Donc on voit maintenant ce qu'il a produit comme livre, ce qu'il a laissé comme production. C'est quelque chose de grandiose, mais aussi il y avait ces aspects. Donc il était attentif aux jeunes, il s'intéressait, il allait les questionner. Enfin, quand il y avait les stands, donc il montrait les télescopes. Donc ça c'est Al-Roufi, donc on le voit. Donc, en plein, mais le site est magnifique. Il y a une mosquée à l'intérieur de l'Oued et puis il y a les balcons. Donc et vous êtes descendu jusqu'en bas? Jusqu'en bas. On a vraiment. Ça, c'était, je crois, au mois d'août. Donc, on pouvait se déplacer, il n'y avait pas de problème, il n'y avait pas de danger. Mais de toute façon, à l'intérieur, il fait bon. Hein. Donc, une fois que. C'est vrai que les hauts plateaux, au mois d'août, il fait très chaud, mais les balcons du au milieu, c'est vrai qu'il y a de la fraîcheur. Exactement. Mais ce qui impressionne, c'est la
personnalité du bonhomme, donc il était très affable, très aimable. Et puis il s'est consacré à l'écriture. Il a commencé par la biographie de Cheikh Mouloud al-Hafidi. Pour ce faire, donc il s'est déplacé à Beni Hafid, il est parti voir les derniers de ses élèves, il a collecté et là on le voit donc quand un hommage a été rendu à Cheikh Mouloud al-Hafidi et ils ont remis un symbole, quoi, un cadeau au fils de Cheikh Mouloud, c'est l'Arbi, Allah yarhamou, et c'était Cheikh Saleh qui était avec eux pour rendre hommage à Cheikh Mouloud al-Hafidi à travers son fils, c'est l'Arbi, Allah yarhamou kamel. Et ça c'était le même, non, c'était avant. Moi, je n'avais pas assisté à cet événement, à la cérémonie. Donc, c'était un autre événement qu'ils avaient organisé. Bien sûr, il était là parce que comme il a fait la biographie, il a fait aussi une présentation sur Cheikh Mouloud aussi pour le faire connaître. Et chaque fois qu'il y avait quelque chose, un événement où on parlait de ulama, on parlait de quelque chose, Cheikh Saleh, il venait, il donnait aussi, il intervenait sur la biographie de Cheikh Mouloud al-Hafidi. Même avec nous, quand on a organisé un événement à la Bibliothèque nationale, donc il était venu spécialement pour parler de Cheikh Mouloud. Parce qu'on avait invité un autre gars qui n'a pas pu se déplacer, qui n'a pas pu venir, et il est venu me voir, il me dit, mais en fin de compte, on ne va pas parler de Cheikh Mouloud. Il me fait comme ça. Je lui ai dit, oui, il y a tel qui devait venir, mais Allah ghalib, ils ont eu une panne de voiture. Il m'a dit, je le fais, on ne peut pas le laisser passer comme ça. Je lui ai dit, oui, bien sûr, Cheikh. Il est monté donc au pupitre, il a parlé de Cheikh Mouloud. Parce que ça lui tenait à cœur. Il me dit, mais comment on va parler d'astronomie en Algérie sans parler de Cheikh Mouloud? Et là, je crois que c'est le dernier. Après c'est vrai qu'il était bien placé pour en parler, puisque toutes les recherches qu'il a faites autour de la personnalité. Il a fait un vrai travail de recherche parce que c'est un travail comment on dit, d'enquête. Il a fait une enquête local, donc il est parti, il a rencontré ses élèves, donc il a collecté un peu ce qui restait des cours, des correspondances, des cahiers de Cheikh Mouloud. Il est parti voir son fils, c'est l'Arbi, donc il a fait une enquête de proximité autour de la personnalité de Cheikh Mouloud. Lui, il l'a fait, je pense, fin des années 80, début des années 90, et il a publié le livre. Puis par la suite, il a aussi publié une collection de fatwas de Cheikh Mouloud al-Hafidi, c'est des articles. Et là, ce qu'on voit maintenant, je pense que c'est le dernier de ces livres. Je ne sais pas si c'est le dernier projet, je crois que non, il a dû laisser en chantier d'autres projets. Ça, c'est un travail merveilleux qu'il a fait sur la Zawiya de Sidi Yahya al-Ayadli, parce que c'est peut-être l'une des plus anciennes Zawiya qui a continué, encore fonctionnelle, donc qui marche toujours. Et donc, Sidi Yahya, c'est le Qarn Tasi' al-Hijri, on est le Qarn 15, donc en moins 6 siècles d'existence. Et donc, on peut voir les générations qui sont passées par là. Et elle a aussi marqué vraiment d'un grand saut sa participation à la Révolution. Donc, on parle toujours du bombardement de la Zawiya, c'est l'une des premières Zawiya bombardées. Et ça, c'est la photo collective qu'on a prise. Donc, on le voit à gauche. Exactement. Donc là, on voit tout le monde. Donc, tous les jeunes qui étaient là. Il y avait même des collègues de l'ASAL qui étaient venus aussi. Donc, ils ont fait une très belle présentation. ASAL, c'est l'agence spatiale? Spatiale algérienne, exactement. Et on voyait Cheikh Saleh qui était à côté avec sa gondora blanche. Donc, c'est vraiment... Quand on vit avec des gens comme ça, ne serait-ce qu'un jour, 2 jours, 3 jours, donc à un certain moment, on se dit que ça devient quand même des membres de la famille. Donc on tisse des liens, on les connaît de près. Et bon, Inch'Allah. Donc voilà, donc un peu, donc j'ai parlé des travaux. Oui. Juste avant son décès, il n'était pas très malade, jusqu'à ce qu'on apprenne c'était un peu plus sérieux. Puis, donc il m'a appelé, il me dit, il faut qu'on refasse la biographie de Cheikh Mouloud al-Hafidi. Je lui ai dit, ok, très bien, donc on se voit dès qu'on peut se voir, on va se rencontrer. Et je l'ai rappelé, je pense, une fois. Et puis, on m'a dit qu'il était hospitalisé à un certain moment, puis donc l'information est tombée, Inchallah. Donc on part toujours avec des projets comme ça. Donc, alors finalement, ça reste une grosse responsabilité, Ahmed. Inch'Allah, je pense, Inch'Allah, si je peux, pourquoi pas. L'assise est là.
En fait, l'assise est là parce qu'il a déjà Oui. fait un premier travail. Exactement. Mais bon, bien sûr, le travail, le gros a été fait, mais il y a aussi Cheikh Mouloud El-Hafidi parce que c'est un bonhomme qui a publié 400 articles. Cheikh Mouloud El-Hafidi. Donc ça fait quelque chose qu'il faut lire comme 3-4 volumes. Donc il faut lire, étudier, analyser. Donc on a ces manuscrits en astronomie. Il faut toute une équipe finalement. Exactement, c'est un revenir sur le travail, travail. exactement, pour revenir, pour faire quelque chose de consistant. Donc voilà un peu pour rendre hommage à un bonhomme qui a marqué, qui a vécu dans la... Je ne sais pas si c'est dans l'ombre de son père, mais quand même, donc, oui, bien sûr, Cheikh Tahar, c'est Cheikh Tahar, mais il y avait aussi les gens qui étaient avec lui. Il n'était pas seul, en fin de compte. Donc, s'il a fait ce qu'il a fait, parce qu'il y avait autour de lui des gens comme Cheikh Saleh, comme Dr Mohamed Cherif Gahar, comme Amin Haj Wali Snoussi, donc il y a Seyd Houssine qui est encore en vie. C'était le groupe. Donc, quand on les voyait dans une voiture, c'était pour quelque chose d'important. Oui. Donc, ils se déplaçaient. Donc, c'était pour une affaire de réconciliation, sinon pour intervenir, donc pour faire quelque chose. Donc, et c'est vrai qu'ils ne ménageaient aucun effort lorsqu'on faisait appel à eux. non. Cheikh Tahar, donc, une fois, donc, il est même intervenu quand l'histoire un certain moment, quand il fallait réconcilier, donc il y avait des rixes comme ça, entre les différents. Donc, il intervenait, donc on faisait appel à lui, donc que ce soit de façon populaire ou un peu plus officielle. Donc, mais il était là, donc il disait jamais non. Et puis, il enseignait. Et il avait son poids. Hein. Donc, pour la réconciliation, on l'écoutait. Il avait son poids, effectivement. Parce qu'il prenait le temps d'écouter, il prenait le temps d'analyser. Et quand il disait quelque chose, donc, il y avait beaucoup de sagesse. Et on n'a plus rien à dire après lui. Donc, c'est une sentence qui tombe. Donc, le hukm. Donc, on ne peut pas dire. Parce qu'on voit que. On ne peut pas dire non. Donc, même si on est lésé, on se croit lésé, mais on voit que ce qu'il a dit était juste, parce que ça prenait en considération des choses qu'on oublie, parce que du point de vue de sa perspective, donc on se dit, voilà, je mérite tout, je dois tout prendre. Puis il dit non, mais il y a aussi des aspects qu'il faut prendre en considération, et c'était tout le temps. Donc, c'est les sagesses dont on a le plus besoin en ces temps. Effectivement, en tout cas, Rabbi yarhamhum. Et merci à toi d'être revenu encore une fois à ces personnalités donc, qui nous ont marqué, d'ailleurs, qui nous ont marqué. On se retrouve samedi prochain, Inch'Allah, pour une autre rencontre. Merci beaucoup, Ahmed. Merci également. Et on continue cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une actualité, à savoir le salon Batimatek. C'est donc un sujet signé Feria El Cheikh et on se retrouve juste après. À l'occasion de la Foire internationale du bâtiment Batimatek, plusieurs ingénieurs et professionnels du secteur ont présenté les dernières avancées technologiques. Aujourd'hui, il ne suffit plus de bâtir. Il faut penser d'abord à la sécurité et au confort du citoyen algérien. Le stand, consacré au Centre de recherche en génie sismique, a suscité un vif intérêt auprès des étudiants et des professionnels du bâtiment. Ces experts œuvrent depuis plusieurs années à concevoir des solutions innovantes pour mieux prévenir les risques sismiques. L'émission principale du centre parasismique, c'est beaucoup plus la recherche dans le domaine du génie parasismique. On fait tout ce qui est DTR, amélioration, actualisation des DTR, des documents techniques réglementaires. Beaucoup plus l'avancée, c'est la vulgarisation du règlement parasismique algérien RPA 2024. On a à la foire pour beaucoup plus répondre à toutes les questions concernant le document technique. Le CGS a plusieurs autres missions, telles que des études de vulnérabilité sismique. On dispose d'un réseau accélérométrique qui s'étale sur tout le nord de l'Algérie. On a exploité les résultats pour l'élaboration justement du document technique réglementaire. On dispose aussi d'un laboratoire qui se situe à Sebala, laboratoire de structure, qui dispose de l'appareil d'une table vibrante, qui est un outil très important dans l'évaluation tout ce qui est réalisation d'essais parasismiques.
Le stand du CTC, Centre de contrôle technique de la construction, était également présent, rappelant l'importance du suivi rigoureux des normes de sécurité dans chaque projet de construction. Les nuisances sonores entre voisins, la chaleur excessive ou encore les pertes d'énergie figurent parmi les problèmes les plus courants dans les logements. Grâce à un matériau performant et écologique comme le polystyrène, des solutions efficaces sont désormais proposées pour améliorer le confort des habitants. L'avantage de ce produit-là, c'est qu'il isole le sol, donc la chaleur et le froid restent chez vous, pas chez le voisin. Et vous allez gagner au moins entre 20 et 40% d'énergie sur votre facture. Donc l'électricité, le gaz vont vous coûter moins cher. Améliorer le confort acoustique et thermique et surtout réduire votre facture énergétique. Batimatech 2025 a mis en lumière un secteur du bâtiment en pleine évolution, où sécurité, confort et innovation se rejoignent au service du citoyen. Et cette fois-ci, nous allons nous intéresser à une grosse actualité, donc l'intelligence artificielle. On en parle beaucoup, on l'utilise même, donc elle fait partie intégrante de notre quotidien. Mais finalement, l'intelligence artificielle fait aussi couler beaucoup d'encre, donc beaucoup d'appréhension par rapport à son utilisation. Alors, est-ce que nous sommes menacés? Est-ce que nos métiers sont menacés? Est-ce que c'est juste un accompagnement? Eh bien, ça va être des questions auxquelles notre ami Yassine Alla répondra, mais ce sera juste après cela. Bonjour Yassine. Bonjour Nour. Comment ça va? Très bien. Ça se passe bien? Très bien, Cache alhamdoulilah. l'intelligence artificielle. Oui, l'intelligence artificielle, il n'y a que ça. Moi, je suis au diapason. Hein. Il n'y a que ça. Voilà. Après, elle fait partie intégrante maintenant. Hein. Oui, 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 bien sûr, elle fait partie. Voilà, mais la question qu'on se pose, comme tu le disais à juste titre, est-ce qu'on va être remplacé par des robots? Voilà, est-ce que ça va juste faciliter le travail ou créer justement du chômage? C'est ça la question qu'on se pose. C'est vraiment de très très grosses appréhensions. Ce que je disais à Amel Larribi il y a quelques instants, il y a quelques jours, j'ai eu sur mon fil d'actualité une information qui nous vient de la Chine où un hôpital qui a été à 100% lancé par de l'intelligence artificielle. À 100%, voilà. De la réception jusqu'à la prise en charge thérapeutique. Et ça fait peur. Justement, on va en parler. Voilà. On va en parler justement. Ça fait peur, justement. Alors, il y en a ceux qui sont pour, il y en a ceux qui sont optimistes. Alors, tu nous diras un peu Oui, plus. voilà. Bon, on verra après. Voilà, mais avant cela, Yassine, on commence par le commencement. L'intelligence artificielle, on en parle beaucoup, mais c'est quoi exactement? C'est quoi l'intelligence artificielle? Alors, tout simplement, pas besoin d'être informaticien pour expliquer ça. L'intelligence artificielle, c'est un système qui est capable d'imiter certaines fonctions de l'intelligence humaine. Intelligence artificielle, intelligence humaine. Donc, c'est un système qui est capable d'imiter certaines fonctions. C'est quoi ces fonctions? Prédire, analyser, rédiger, comprendre. Je te donne un exemple. Lorsque tu regardes par exemple une vidéo sur YouTube et dès que tu finis la vidéo, l'algorithme te suggère une vidéo similaire avec peut-être les mêmes acteurs de la vidéo ou le même créateur de contenu. Ça, c'est de l'intelligence artificielle. Les publicités qu'on reçoit sur nos réseaux sociaux, on est bombardé de publicités sur nos réseaux sociaux, ça, c'est de l'intelligence artificielle. Et parfois, on s'étonne, on se dit, mais est-ce qu'ils sont en train de nous écouter? Non, tout simplement parce que c'est ton moteur de recherche qui est relié avec tes réseaux sociaux et les recherches les plus fréquentes sont analysées par cette intelligence artificielle. Parfois, même ta photo de profil. Je vais te raconter quelque chose, mais c'est vrai, ça va te faire rire et ça me fait rire aussi même quand j'en parle. Assez souvent, assez régulièrement, mes réseaux sociaux me proposent, je sais que tu vas rigoler, des publicités pour des cliniques d'implants capillaires. Oui, voilà. Non, mais c'est la vérité. Parce que ma photo de profil a été analysée, pas de cheveux. Voilà, donc pas de cheveux. Donc on me propose ce genre de clinique. Voilà. Pourquoi pas? Ben, c'est des choses Alors maintenant, de la vie. Je comprends mieux parce que j'ai beaucoup de publicités sur des produits qui font pousser les cheveux. Voilà. Parce que j'en parle tout le temps. Voilà, exactement. Il suffit que tu en aies parlé sur ton chatbot. Voilà, pour demander peut-être des produits ou autres, c'est enregistré et on te le propose. Voilà, même aussi dans les entreprises, tu as par exemple le tri automatique des CV, on en a parlé, le ATS, Application Tracking System, ça c'est de l'intelligence artificielle. Les mots-clés, les postes, etc., c'est de l'intelligence artificielle. En Algérie aussi, tu as, pour revenir à l'Algérie, parce qu'il faut toujours faire un zoom sur ce qui se passe chez nous, les banques, les compagnies d'assurance, tu as aussi certaines startups qui commencent à intégrer progressivement des solutions d'intelligence
l'intelligence artificielle, voilà, progressivement. Voilà, ça se fait et ça avance bien. Voilà, alors justement, quand on parle aujourd'hui d'intelligence artificielle, on voit que ça fait quand même, on va pas dire des miracles, mais ça fait beaucoup de belles choses. Absolument. Et surtout, ça nous facilite l'existence. Absolument. Mais entre-temps, on voit qu'il y a une modification pratiquement radicale du monde de l'emploi, du monde du travail des métiers. et des métiers. Des métiers. Alors, on parle aussi des métiers qui changent, mais sinon, quels sont les métiers finalement qui vont changer? C'est une excellente question. Alors tout simplement, l'intelligence artificielle ne remplace pas forcément les métiers, mais elle facilite les tâches. Oui. Voilà, elle facilite, elle transforme des tâches, on va dire, et des tâches qui sont complètement transformées. Je vais te donner des exemples parlants pour le public algérien. Oui. On prend par exemple le secteur de la santé, un secteur très important chez nous. Aujourd'hui, un radiologue, un médecin radiologue peut se faire assister, peut se faire aider par une intelligence artificielle pour repérer des anomalies sur un scanner. Mais on aura toujours besoin de ce radiologue, de cet être humain, de ce médecin pour expliquer le diagnostic au patient. C'est ça. Voilà. Aussi, dans un autre secteur qui est aussi très important en Algérie, le secteur de l'habitat, voilà, dans la fonction publique. Alors, par exemple, on peut imaginer une solution d'intelligence artificielle qui va détecter des anomalies dans les demandes de dossiers de logement, les doublons, les erreurs, les fraudes peut-être, mais on aura toujours besoin de l'agent administratif, de l'être humain qui va gérer les cas particuliers, parce qu'il y a toujours des cas particuliers, et qui va prendre une décision finale. Aussi, un autre secteur très important chez nous qui est le secteur de l'agriculture, comme ce qui est fait peut-être à l'étranger. On peut imaginer aussi, ça se fait à l'étranger, des drones qui vont survoler les cultures et qui vont analyser l'état de ces cultures-là et proposer des traitements adaptés, des traitements adéquats. Mais on aura toujours besoin de l'agriculteur, de l'être humain qui va être au centre avec son expérience, avec son terrain et qui va pouvoir improviser lorsque l'intelligence artificielle dit « je ne sais pas ». Oui. Voilà, donc c'est ça. Elle reste artificielle. Elle reste artificielle. Oui. Donc, pour répondre à ta question, ce ne sont pas forcément tous les métiers qui vont disparaître. Il y a quelques métiers qui risquent de disparaître, mais on va en parler tout de suite. Mais ce sont surtout les tâches. Il y a des tâches fastidieuses, ennuyantes, chronophages, qui consomment beaucoup de temps, répétitives. Celles-ci, elles vont peut-être disparaître. Et ça, c'est révolutionnaire. C'est révolutionnaire, effectivement. Alors voilà. Là, tu me fais rappeler, Yacine, le passage. Tu te rappelles des dessins animés qu'on regardait il y a très longtemps, là où. Alors, je regarde toujours, peut-être. Oui. Bon, j'avais pas envie de le dire, mais oui, on regarde toujours. Ça, c'est l'enfant intérieur. C'est l'enfant intérieur. Ouais. Grand est celui qui garde son âme d'enfant. Voilà. Il n'a pas perdu son cœur d'enfant. Et je te disais, donc, c'était des dessins animés, rappelle-toi, muets. Toutes les actions se faisaient avec un instrument musical. Oui. Tu vois, pour remettre un petit peu le bruitage musical. Exactement. C'est un métier, effectivement, qui avait commencé à changer avec le développement de l'infographie, etc. Et c'est finalement l'histoire qui se répète quelque part. Oui. C'est l'histoire qui se répète, mais il y a eu quand même, c'est vrai, des tâches qui ont, comme tu le disais, qui ont progressé, qui ont évolué, mais des métiers qui ont disparu. Des métiers qui ont disparu. Le musicien, par exemple, qui jouait au piano pour nous donner l'émotion, c'est un voilà, il joue peut-être ailleurs, mais on n'a plus besoin de lui pour ce. Exactement. Et c'est ce qui va se passer avec l'intelligence artificielle. Alors, l'intelligence. Voilà, absolument. Alors, l'intelligence artificielle, il y a des risques. Il y a des risques aussi avec l'intelligence artificielle. Alors, avant de parler des métiers qui risquent de disparaître, il faut aussi parler d'un détail qui est très important. Lorsqu'on installe une solution d'intelligence artificielle, il faudrait que le processus soit généralisé. Si, par exemple, certains ont accès à l'outil numérique et d'autres pas, il y a forcément un fossé qui va être créé. Aussi, faut dire maintenant, certaines tâches certains métiers vont peut-être disparaître ou se réduire, comme par exemple le métier de standardiste. Oui. Voilà. Maintenant, tu te souviens de la dernière fois où tu as parlé à un être humain lorsque tu as... Non, moi pas trop. Non. Voilà, on parle toujours à des machines. Oui, ça, c'est l'intelligence artificielle. Maintenant, c'est très développé. Tu vas, par exemple, aussi dans certains pays, lorsque tu rentres dans un supermarché, le métier de caissier peut aussi disparaître. Parce que maintenant, tu as des bornes maintenant dans lesquelles tu mets tes courses, tu payes et tu pars. Tu t'adresses. Il y a eu même des manifestations à travers le monde en soutien aux caissiers. En soutien aux caissiers. Ça ne veut pas dire que le métier de caissier disparaîtra complètement. Mais peut-être que c'est réduit. Oui. Voilà, on le voit aussi dans les supermarchés. Aussi, il y a certaines tâches administratives qui risquent de disparaître, comme par exemple le métier d'appariteur.
c'est le hajib en arabe, celui qui est responsable, qui est chargé de transporter le courrier d'une direction à une autre dans une entreprise. Alors les appariteur, ce métier risque de disparaître aussi. Parce qu'aujourd'hui, déjà avec l'email, on n'a plus besoin des tâches de l'appariteur, mais aussi avec toutes les solutions d'intelligence artificielle qui sont spécialisées dans le traitement du courrier, on t'envoie des alertes, voilà, qu'il faut répondre, etc. Maintenant, déjà, ce sont même les instructions et les orientations du président de la République de faciliter la digitalisation et d'accélérer justement dans le processus de numérisation. Alors, qu'en est-il du métier du journaliste et du formateur apparemment dans quelques années aussi Non, le journaliste, on aura toujours, attention, ce que je suis en train de dire, on aura toujours besoin de l'être humain qui sera capable de... Alors, particulièrement avec ce qu'on appelle aujourd'hui le monde de désinformation. De désinformation qui se fait parfois... Il faut s'y préparer. Parce que la vraie menace, ce n'est pas l'intelligence artificielle, c'est de ne pas s'y préparer. Voilà. C'est de ne pas anticiper. Alors, anticiper, là tu me tends la perche Yacine, comment anticiper, comment se préparer pour que l'intelligence artificielle soit juste un outil, et non pas remplacer C'est exactement le message que je suis en train de dire, c'est exactement ça. Alors justement, il y a des solutions. En Algérie, je peux penser notamment à trois solutions. Premièrement, tu as dans l'éducation et la formation, très important. Alors on doit introduire des notions de pensée algorithmique, de logique, de manipulation d'outils numériques dès l'école. Très, très important. Aussi, pas pour faire de tout le monde des ingénieurs. Et les enfants sont prêts pour ça. Les enfants sont prêts. On peut pas, les enfants sont prêts et il n'y a qu'à voir nos enfants qui utilisent l'outil informatique, mais bien plus que ça, bien plus que ça. Des fois, on a même besoin d'eux pour qu'ils nous expliquent. Absolument, absolument. Pas pour faire de nos enfants des ingénieurs, on n'a pas besoin de faire de tout le monde des ingénieurs, pas du tout, c'est pas ça. Mais pour ne pas être dépassé. Lorsque ça arrive, et on va pas être dépassé. Aussi, il faut former les enseignants, il faut former les responsables RH, il faut former aussi les entreprises de façon générale. Alors, il y a ça. Aussi, deuxièmement, l'adaptation des métiers. Très, très important. Je vais donner l'exemple du journaliste dont tu viens de parler. Alors, un journaliste aujourd'hui doit savoir utiliser les outils d'analyse automatique des données. Voilà, ça ne veut pas dire que le métier va disparaître, mais son métier a été facilité aujourd'hui. Aussi, un DRH doit savoir comment fonctionnent les algorithmes de recrutement. C'est très très important, ça bouge, il y en a beaucoup, hein, et ça bouge énormément et ça change à la seconde. Un cadre aujourd'hui dans une entreprise publique ou privée doit savoir interagir avec le chatbot. Le chatbot, c'est le fameux... voilà, tu dis par exemple, je voudrais avoir un rapport ou un courrier administratif sur ça et ça et ça. Tu parles juste à ton téléphone et tu as un rapport qui est généré, mais il faut savoir analyser et voir et adapter justement ce rapport-là qui est généré. On ne fait pas du copier-coller. Voilà, donc ça, il y a ça aussi. La reformulation. Voilà. Et aussi, nourrir la culture du changement. Le changement aujourd'hui ne doit pas être perçu comme une menace. Tout bouge autour de nous. Tu as les facteurs technologiques qui bougent à la seconde. D'ailleurs, on est en train d'en parler dans le numéro d'aujourd'hui. L'intelligence artificielle dans le monde du travail. Tu as aussi le facteur économique. Ça bouge beaucoup et il y a énormément justement de concurrence là-dessus. Et aussi, tu as un facteur qui est non négligeable, c'est le facteur socio-culturel. L'humain, l'arrivée de la génération Z dans le monde du travail. On en a parlé avec l'Amal Ulmi il y a quelques semaines. Donc, c'est très important. Il faut aussi aller de pair avec ce progrès-là. Tout bouge autour de nous, la culture du changement aussi doit être instaurée et nourrie. Comme je le disais, l'intelligence artificielle n'est pas une menace, c'est le fait de ne pas être préparé qui peut nous menacer. Voilà. C'est pas... Alors là, aussi, tu pointes le doigt sur un point très très important, Yacine, c'est que tu dis que cette culture doit être instaurée, on doit se préparer, mais instaurer une culture, c'est aussi la responsabilité de tous. C'est la responsabilité de tous, n'est-ce pas? Exactement. C'est la responsabilité de tout le monde. Merci pour ce point-là. Alors, il y a, le chantier est national, hein, tout simplement. Alors, l'État... Mondial. Mondial, voilà. Je parle de la mondiale, bien sûr. Quand je parle de l'Algérie, le chantier est national. L'État aussi, avec les politiques que l'État a créées pour l'inclusion numérique, je le disais il y a quelques minutes, ce sont même les instructions du président de la République d'accélérer la numérisation, de faire vite, d'aller de pair avec le progrès, la digitalisation, etc. Et l'intelligence artificielle fait partie de la digitalisation. Il y a aussi les entreprises qui doivent former leurs employés, leurs responsables aussi, notamment dans tout ce qui est intelligence artificielle, et aussi les universités qui doivent moderniser leur cursus, sortir un petit peu du papier, voilà, intégrer peut-être des notions d'intelligence artificielle dès le primaire, voilà, parce que ça aide.
Oui. Ça aide aussi. Et surtout, leur apprendre comment utiliser toutes ces solutions-là à bon escient, parce qu'on les prépare justement pour l'avenir et pour le monde du travail. En Algérie, on a la jeunesse, on a l'intelligence, on a la créativité, et on a aussi cette volonté d'aller de pair avec le progrès. Voilà, mieux vaut en profiter. Et aussi, chacun de nous, comme tu le disais, chacun de nous, c'est une responsabilité collective. Chacun de nous doit se poser la question, quelles compétences puis-je développer pour ne pas être obsolète? Voilà, pour ne pas être caduque, quelles sont les compétences que je peux développer aujourd'hui? Et c'est ça, justement, en tant que journaliste, qu'est-ce que je peux développer? En tant que RH, qu'est-ce que je peux développer? En tant que comptable, qu'est-ce que je peux développer? Voilà, il faut un petit peu sortir des anciennes pratiques. Des anciennes pratiques. Tu sais, je vais te donner un exemple. C'est une entreprise, c'est pas une entreprise, pardon. Ce sont des jeunes Algériens qui ont créé une intelligence artificielle capable de traduire de l'arabe dialectal, de l'arabe algérien, de l'arabe derja, vers l'arabe classique ou l'anglais ou le français ou l'espagnol. Ce sont des Algériens qui ont fait ça. C'est une équipe avec des linguistes, des traducteurs, une équipe avec des juristes, parce que l'institution est une institution juridique, et aussi avec des développeurs, parce qu'ils ont besoin justement de développeurs pour justement mettre tout ça... Je suis en train d'imaginer un petit peu la traduction, parce que le dialecte algérien est l'un des dialectes les plus difficiles. Difficile, mais c'est fait. C'est vrai qu'il y a toujours des petits axes d'amélioration. Il y a toujours... Et là, on aura besoin de l'intelligence humaine. Là, on aura besoin de l'intelligence humaine. Mais on va dire que 75% du travail, voire peut-être plus, est fait. Là, on a besoin de l'intervention de l'humain. Donc, tu vois ce qu'on disait. Ce ne sont pas forcément les métiers qui disparaissent, il y a même des métiers qui naissent. Voilà, il y a même des métiers qui naissent. Quelqu'un qui sera capable de réfléchir après que l'intelligence artificielle ait atteint ses limites. Donc, moi, je m'assois maintenant et il y a eu un mot peut-être bdarja en arabe. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un mélange de beaucoup de choses. Voilà, peut-être que qu'est-ce que ça veut dire? Comme tu disais, c'est un dialecte assez particulier. Assez complexe, effectivement, et d'autant plus que chaque région a un dialecte. Chaque région a son dialecte. Voilà, donc toutes ces spécificités-là ont été prises en considération dans cette intelligence artificielle. Donc tu vois, ce sont des métiers qui sont nés, non pas des métiers qui ont disparu. Ah ben voilà, et sur une note optimiste finalement qu'on termine. Optimiste, mais vrai aussi, parce qu'en Algérie, comme je le disais, on a la jeunesse, la créativité. On a aussi cette volonté d'aller de pair avec le progrès. C'est un chantier national, tout le monde est concerné. Alors, mot d'ordre, il faut voir l'intelligence artificielle comme alliée et non pas comme ennemie. Exactement, il faut s'y préparer, ne pas la subir, et la véritable menace, c'est de ne pas être préparé. Être préparé et anticiper. En tout cas, merci beaucoup. Je t'en prie. Yacine, au moins la note optimiste. La note optimiste, mais vraie surtout. Beaucoup d'appréhension par rapport à l'intelligence artificielle. Merci beaucoup, Yacine. Je t'en prie. On se retrouve lundi, Inch'Allah. On se retrouve lundi, Inch'Allah, avec l'Amel Aoumé pour les absences exceptionnelles au travail, congé annuel, congé sans solde, congé exceptionnel et mise en disponibilité. Et samedi prochain, avec toi, on va parler des 3 lettres, ABC, des 3 lettres que tout le monde dans une entreprise doit connaître, HSE. Hygiène, sécurité, environnement. Oui, ça, très important. Voilà, il y a même un cadre réglementaire, un cadre juridique pour ça. Effectivement. En tout cas, merci beaucoup, Yacine. Je t'en prie. Très belle semaine. Donc lundi et puis samedi. Inch'Allah. Merci beaucoup. Et cette fois-ci, nous allons aller du côté de Ouargla, retrouver notre ami Farhat Mouzaoui en compagnie de ses invités. Farhat, bonjour. Et c'est à toi. Bonjour Alger, bonjour à vous chers téléspectateurs. Depuis la station régionale de Ouargla dans notre intervention, aujourd'hui on va parler du téléphone. De nos jours, le téléphone portable est devenu un outil omniprésent dans la vie quotidienne, y compris chez les élèves. Mais son usage excessif peut entraîner des conséquences néfastes, notamment sur l'apprentissage scolaire. Avec M. Brahimi Tamer, on va parler de ce phénomène. Sans plus tarder, M. Brahimi, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Donc aujourd'hui, vous allez nous parler un petit peu de l'utilisation du téléphone dans les établissements scolaires. L'élève, déjà, il aime le téléphone. Déjà, il devient grand en utilisant le portable. D'ailleurs, même les cadeaux qui se présentent chez les élèves, ce sont, si tu réussis, tu t'achètes un portable, donc c'est devenu sujet du jour. Donc, l'élève opte pour l'audiovisuel déjà, donc il aime déjà la technologie, il a une technologie entre les mains. Oui. C'est pour cela qu'il aime cette technologie-là, et elle remplace tout, le micro, la télévision, tout. Il a tout un audiovisuel entre ses mains. Donc, quels sont les effets, M. Brahimi, de l'usage excessif du téléphone, en fait? Bon, il y a deux côtés. Il y a le côté psychique, il y a le côté santé. Donc, si on commence par le côté santé,
déjà il attaque les yeux. Donc vous avez des ultraviolets qui traversent l'œil, donc déjà elle nuit déjà la vue. Les oreilles aussi. Donc déjà le stress. Aussi, ça peut entraîner même des maladies de surmenage, de fatigue. Et même le stress, c'est l'un des facteurs du cancer. Donc il ne faut pas négliger déjà ce truc-là qui devient beaucoup plus dangereux chez nos enfants. C'est vrai. Et, aussi, je pense que des fois, on se dit, je vais utiliser le téléphone juste une demi-heure. Après, on se retrouve avec 1 heure de temps perdu. Très bien. Donc, c'est une évasion. Chez l'enfant, il trouve un truc à rechercher ou à voir, et il se retrouve dans d'autres dimensions. Oui. C'est-à-dire chaque fois, il lui donne autre chose à valoriser. Il peut même nuire à la concentration de l'élève dans la classe, non? Très bien. C'est pour cela qu'il y a des études à l'UNESCO qui montrent qu'il y a une baisse de niveau de la scolarisation des enfants dans le monde. Donc c'est pour cela que l'UNESCO maintenant interdit déjà l'usage de téléphone dans l'école. Auparavant, donc on n'avait pas une loi qui l'interdit, mais maintenant, au niveau du ministère, déjà, on interdit l'utilisation du téléphone à l'école. Monsieur Brahim, est-ce que le téléphone influence un petit peu sur le sommeil de nos enfants ou des élèves que vous avez? Très bien, ça c'est une très bonne question. Déjà, l'élève, il vient en classe demi-éveillé. Déjà, il se réveille à 10 heures. Donc juste les 8 heures à 10 heures, il est déjà en train de récupérer tout au long de la veille qu'il a veillé en utilisant le téléphone. Donc il devient fatigué. Et la fatigue ne le laisse pas déjà se concentrer. Donc le manque de concentration déjà, c'est dès le début de la matinée. C'est un facteur normalement de la baisse du niveau aussi scolaire. Très bien, ça veut dire ici, il ne se concentre pas avec le professeur. Et s'il ne se concentre pas avec le professeur, on dit en pédagogie, l'élève doit avoir au moins 20 minutes de concentration avec son professeur. Alors imaginez, il n'a pas ces 20 minutes-là. Ça veut dire tout ce qui viendra après, soit des cours, soit à la maison, il ne reflète pas ce qu'il avait besoin de cette journée. Il ne va pas en avoir des informations sur ce sujet-là. Donc, on peut y remédier, mais ça n'a pas beaucoup d'influence que dans la classe. Est-ce que l'utilisation du téléphone a toujours un côté négatif ou il y en a un côté positif aussi? Très bien, il y a beaucoup de choses positives, mais nous, chez notre société, dans notre société, on s'appuie beaucoup plus sur la distraction. Tout ce qui est distraction, il est attiré par nos enfants. Mais oui, les bonnes choses, je vous dirais, qu'au lieu d'emprunter un cahier, il a raté son cours, il peut le photographier. Il a un scanner, il peut scanner des documents. Il peut faire un moteur de recherche dans ses études. On peut l'appeler, où est-ce qu'il est? Les parents sont inquiets de leur enfant. Donc il y a beaucoup de côtés bénéfiques. Vous, comme professeur, M. Brahim, en quoi vous utilisez le téléphone dans l'apprentissage? Donc l'apprentissage, auparavant, on faisait des liens. On faisait des groupes où on donnait aux élèves un travail à faire, à corriger. Donc c'était à la maison, c'est pas en classe. Ça veut dire on peut créer des groupes de réseau social où l'élève peut questionner son professeur à tout moment, comme l'élève peut donner des examens ou des sujets à débattre avec. Et nous l'avons essayé avec un groupe d'enseignants, ça a donné beaucoup de fruits. Ce n'est pas le lien qui sera coupé, ça veut dire qu'il y a toujours en collaboration avec son professeur. Donc même le professeur en fait utilise un petit peu le téléphone dans avec les élèves. En dehors de la classe, c'est-à-dire à la maison, il peut donner, même à l'étranger. À l'étranger, on donne des liens, on donne des vidéos, même l'élève, il peut répondre, il peut débattre des sujets. Donc c'est ça que je dis de la dimension sociale, c'est-à-dire qu'il a une autre dimension en pédagogie qui se reflète sur une dimension chez l'élève.
Monsieur Ibrahimi, qu'est-ce que vous pouvez nous dire? Est-ce que vous encouragez ou vous êtes contre l'utilisation du téléphone? Moi, je suis pour et contre. Si il est surveillé par les parents. Parce que les parents ici jouent un très grand rôle avec le professeur en classe. Déjà, le fait d'interdire déjà en classe, c'est une bonne chose. Déjà, le port du portable, déjà, on peut l'enduire dans un conseil de discipline. Alors, l'utiliser et photographier ses camarades, etc., donc ça, c'est autre chose. Ça peut valoriser son apprentissage ou extraire carrément, il devient exclu de l'établissement. Oui. Donc ça, c'est le côté néfaste. Mais beaucoup plus, si on l'utilise d'un côté, je dirais, psychopédagogique, c'est-à-dire l'élève aura quelque chose qui le lie avec la pédagogie, soit la recherche, soit demander quelque chose à son camarade, à l'eau, au lieu de faire la navette la nuit ou peut-être l'après-midi. Donc il lui téléphone carrément, il lui envoie des messages. Il facilite la communication un petit peu. Oui. Très bien, très bien. Donc est-ce qu'il y a un problème dans... On peut accuser le prof ou les parents dans l'usage excessif du téléphone, M. Ibrahimi? Moi, à mon avis, l'accusation, elle est collective. Générale. Générale. Ça veut dire c'est l'enfant, c'est le professeur, c'est les parents. Pourquoi? Parce que chacun a sa part de responsabilité. C'est vrai. Si l'enfant l'utilise avec modération, ça ne va pas l'influencer dans ses études, etc. Parents, lorsqu'il est là, il est toujours là, donc l'enfant, il voit que son papa ou sa maman ou ses frères, les grands sœurs, etc. Donc il sera toujours surveillé, donc il ne va pas divaguer. Oui. Le professeur aussi, lorsqu'il donne déjà des conseils, il donne une prévention, donc il aura son mot à dire là-dessus. Donc tout ce mécanisme-là passe dans la bonne utilisation de... Et le côté psychologique, est-ce que comment on explique ça? Je pense, à mon avis, les élèves deviennent un petit peu feignants avec l'utilisation du téléphone, non? Très bien. Donc, tout à l'heure, on a parlé de ce côté santé, maintenant le côté psychique, il devient passif. C'est-à-dire, au lieu de jouer le rôle actif, il devient passif. C'est-à-dire, on lui donne tout, au lieu d'écrire, etc. Donc, il vient tout juste de photocopier quelque chose, au lieu de faire l'exercice. Maintenant, avec la technologie, l'IA, l'intelligence artificielle, donc vous pouvez demander tout ce que vous voulez et vous aurez votre plat tout servi. Oui, bien prêt. Voilà, bien prêt. Donc, dans l'accusation, on a accusé tout le monde. Mais en fait, ce n'est pas que les élèves qui utilisent le téléphone, M. Ibrahimi, c'est tout le monde qui utilise. Même dans le foyer, on retrouve la maman et le papa qui sont en train d'utiliser leur téléphone sans qu'ils restent et tout. Donc ça, donnez-nous un petit peu une solution pour ce problème-là. Donc les solutions, il y en a beaucoup. Avant de passer aux solutions, il y avait un sondage et une enquête qui a été faite, je crois, en Angleterre. Donc on a laissé 4 personnes, le papa, la maman, utiliser le portable. Oui. Et ils sont venus changer tout le décor, tellement ils étaient concentrés sur le téléphone. Ils sont venus changer les décors et placer d'autres gens. Et après, on leur a dit de leur donner le téléphone. Alors, ils se sont mis à regarder de droite à gauche. Il y avait tout un décor qui a changé, tout un monde qui a changé. Donc, c'est une preuve que lorsqu'on se concentre sur le téléphone, on ne peut pas se rendre compte de ce qui est entre nous. Même, je vais vous raconter une histoire qui s'est passée, je crois, dans un pays arabe. Je crois, c'est au Liban, je crois. Il y avait une maman, elle est morte, elle a laissé 2 enfants pour le papa. Et la petite fille, elle était au collège et l'enfant était au primaire. Donc la petite fille, elle aidait son papa pour l'apprentissage, l'éducation. Et pour la féliciter, le papa, alors, ils ont eu des bonnes notes, il lui a donné un cadeau. Et le cadeau, c'était quoi? C'était un portable. Oui. Alors, à partir du moment où le portable est rentré dans ce foyer-là,
Ça a changé. Déjà, la fille, elle jouait, elle dit, allez, ne joue pas avec moi, je suis en train de jouer. Il lui dit, révise les leçons, allez, révise toi-même. Et elle a diminué déjà de son degré d'apprentissage. L'enfant, il a eu des catastrophes dans ses notes. Elle a redoublé. Alors, elle s'est mise, elle a fait une réflexion, parce qu'elle est très intelligente, la fille. Elle est venue, elle a redonné, elle dit, papa, celui-là, il a fait une nuisance dans notre famille, je ne veux plus de ça. Ils sont revenus. L'état normal où elle descend. Ça, c'est pour donner un aperçu sur le... C'est vrai, c'est vrai. En fait, même les jeux que jouaient les enfants avant, sans le téléphone, c'était un petit peu des jeux éducatifs, on peut dire ça. C'était des jeux avec lesquels on avait une sorte d'apprentissage, mais tout en jouant. Maintenant, ça a changé un petit peu. Très bien. Pour les jeux, c'était éducatif, c'était pour se distraire et se valoriser mentalement. Maintenant, c'est un choc, c'est des combats, il devient agressif. C'est des jeux de guerre, en fait. Voilà, ça veut dire l'enfant, il devient agressif. Pourquoi agressif? Parce qu'auparavant, c'était le calme, c'était l'intelligence, c'était quelque chose de distractif pour l'élève. Maintenant, non, c'est quelque chose qui pousse l'enfant à devenir agressif. Essayez d'enlever un portable à votre enfant, il va directement être... c'est son occupation absolue, en fait. Très bien. Oui, très bien. Pour l'enfant. Et des fois, on retrouve aussi des parents qui donnent leur téléphone ou même la télévision, qui allument la télévision pour un bébé. En fait, je pense que c'est parmi les facteurs de l'autisme, non ? Ça, c'est le manque de responsabilité. Maintenant, pour une maman ou un papa qui donne un portable, c'est laisse-moi tranquille, je suis fatigué, tiens le portable. Pour vite qu'il ne crie pas. Voilà, pour lui, maintenant, c'est une faute très grave, surtout pour un enfant. Maintenant, les médecins et les psychologues, ils préconisent que 3 ans à 4 ans n'a pas droit au portable. Pourquoi? Parce que déjà, c'est l'influence des rayons. Et il y a une dépendance, il devient dépendant de cet acteur. Oui, en fait, le problème, s'il a, depuis son jeune âge, le téléphone, il ne peut plus s'en séparer, en fait. Voilà, il devient accro, et lorsqu'il devient accro, il devient malade, et s'il devient malade, donc on ne peut pas le soigner. Même maintenant, je vais vous dire une solution qu'on a trouvée dernièrement, je vais vous surprendre, pour réduire un peu le stress. Oui. On apprend à l'élève le Coran. Chose que personne... mais si on lui donne le Coran à réciter, il commence à devenir calme, il commence à revenir à son état normal. Regardez le spirituel. Même il y a des centres médicaux normalement qui utilisent le Coran dans leur méthode de soins. Très bien, c'est une thérapie qu'on utilise beaucoup. D'ailleurs, même votre émission, M. Farhat, elle est dans ce sens-là. Ça veut dire que vous êtes en train de faire la prévention. La prévention, c'est très important. Même dans nos écoles, on vient faire de la prévention, n'utilisez pas le téléphone, etc. Votre émission ici, elle va chez les parents dans leur foyer. Oui, c'est vrai. Pour les sensibiliser à réduire le maximum. On ne peut pas l'enlever carrément, mais réduire 1 heure ou 2 heures, ça ne va pas dire qu'il est accro. Mais à partir de 6 heures, 8 heures, là, presque la demi-journée est en train de... C'est vrai, c'est vrai. Le problème, M. Brahimi, il y a des établissements qui obligent l'enfant à avoir un téléphone. Moi, je pense que c'est dans quel sens obliger l'élève à avoir le portable? Maintenant, les parents, oui, parce qu'ils donnent des messages. Maintenant, c'est le lien entre l'établissement, c'est avec un outil où il a c'est le Raqmana. Le Raqmana, ici, c'est le lien entre l'établissement et... Donc, ce n'est pas obligé, mais souhaitable. Souhaitable d'avoir un portable où on peut avoir un numérique avec, les parents. C'est tout, c'est dans ce sens-là. Même des fois, la méthode de recherche change. Maintenant, les enfants, au lieu d'aller à la bibliothèque chercher des sujets et tout, de taper tel sujet pour le retrouver. Donc même la méthode de recherche un petit peu change, non? Ça devient comme un vice. Ça veut dire, au lieu de passer dans l'au-delà de la pédagogie,
on y passe au-dessous. C'est-à-dire on cherche tout ce qui est facile. C'est-à-dire on l'a fait, on l'a utilisé, donc je vais essayer, je vais l'utiliser. Mais au-delà, on devient passif comme je l'ai dit tout à l'heure. Le problème même dans l'utilisation des tablettes, des fois quand on cherche le sujet, on a juste au-dessous la solution. Voilà. Donc c'est un petit peu du copiage indirectement. Même les enseignants maintenant, ils ne donnent pas des efforts pour confectionner un sujet. Oui. Parce que ça va prendre des temps avec la surcharge, etc. Oui. Donc il prend un sujet de l'Internet. Et ce sujet-là, déjà, c'est les parents qui cherchent. Des fois, ils disent « Ah, je l'ai trouvé déjà là. Ah, c'est déjà passé. » Donc regardez maintenant, l'élève, il dit que même le professeur, il use de l'utilisation. Voilà, donc ils vont user, tout le monde va user ensemble, voilà, c'est ça le problème. En fait, le sujet, surtout, c'est l'utilisation des élèves dans les établissements scolaires et même des professeurs aussi, des profs. Le professeur, pour les anciens, je ne pense pas, mais pour les nouveaux, ils ne sont pas encore conscients. Oui. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas encore conscients de cette responsabilité. Parce qu'un enseignant, c'est un message qui doit passer. C'est un éducateur, c'est un formateur. Donc tout ça, on ne le trouve pas dans le nouveau enseignant. Il est calé, il est formé, il a beaucoup de diplômes, mais tout ce qui est formation psychopédagogique... J'allais le dire, est-ce que c'est par manque de formation ou par... C'est manque de formation parce qu'il y a la formation autonome et la formation continue. Maintenant, si il se forme automatiquement, donc il fait des recherches, il côtoie, il assiste à des séminaires, à des congrès. Donc il va acquérir une certaine... Très bien, mais s'il reste stagné, parce qu'on dit celui qui n'avance pas, recule. Donc s'il recule, ça ne va pas rien donner à ces enfants-là, qui attendent beaucoup plus de cet enseignant-là. Parce que dans le temps, on décide. Oui. L'enseignant, on lui décide parce qu'on lui donnait certaines places dans la société. Même, oui, dans la société, en fait, l'enseignant était vraiment respecté. Maintenant, non. On le trouve, salut donc, ça a changé un petit peu. C'est vrai, c'est vrai. Monsieur Ibrahim, est-ce que vous pouvez brièvement nous donner des conseils pour les parents et pour les profs et pour les élèves aussi? Très bien. Je vais commencer par les élèves d'abord. Les élèves, prenez un temps pour les jeux, parce que l'enfant doit jouer. On ne peut pas priver un enfant de ne pas jouer, parce que ça fait partie de sa jeunesse. On doit jouer, sinon il devient complexé. Donc de sa nature, en fait. C'est nature. Oui. Le jeu, c'est la nature de l'enfant. Donc il doit prendre un temps pour jouer, un temps pour ses études et un temps pour dormir. Parce que le problème majeur de portable, c'est le sommeil. Il veille jusqu'à minuit, 1h, et ici il se met à dormir. C'est des rêves autres que ce qu'on attend. Ça, c'est pour l'élève, il doit s'organiser et valoir tout ce qu'il utilise pendant cette journée-là. Les parents, moi je suis contre de donner un portable comme cadeau à l'enfant. Donnez-lui autre chose payez-lui un voyage, par exemple, à la Mecque. Oui. Payez-lui un voyage, voilà, comme vous voulez. Oui. Je ne sais pas, donnez-lui quelque chose dans sa chambre, un nouveau lit, des vêtements. Donc, et surtout, mon conseil pour les parents, c'est d'organiser le temps de leur enfant. Parce que l'enfant ne peut pas gérer son temps. C'est aux parents. Ça veut dire lui dire, voilà, tu vas prendre, par exemple, dans une équipe, tu vas jouer au handball, au football. Déjà, c'est une partie qui passe. Tu vas s'inscrire dans un club de musique, de théâtre, c'est une partie qui va sauter. Oui. Donc, il ne lui reste pas beaucoup de temps. Donc, oui. il sera obligé de jouer. On les occupe toujours. Très bien. Il reste maintenant, pour en finir, l'enseignant. Oui. L'enseignant, des fois...
ils ne donnent pas importance à ces actes. On n'utilise pas le téléphone devant un enfant. Donc s'il voit que le professeur il l'utilise, qu'est-ce qu'il va faire l'enfant? Le professeur il le fait. Ça, oui. Allez dire à votre enfant que le monsieur il a dit ça. Ça veut dire tu connais mieux que le professeur. Oui. Le professeur il est très bien avancé pour dire ça. Donc alors dites-lui qu'il utilise le portable. Il dit non, il utilise le portable. Donc essayez l'enseignant de ne pas déjà utiliser le téléphone devant les enfants. Essayez de limiter un peu votre message envers ces enfants. Merci M. Brahimi, ça nous a fait un grand plaisir de discuter ce sujet-là avec vous. Merci pour tous les conseils que vous nous avez donnés. C'est la fin de notre intervention depuis la station régionale de Ouargla. Je vous donne rendez-vous chaque samedi sur notre émission de Bonjour d'Algérie. Merci. Et voilà donc de retour sur le plateau. Merci beaucoup Farhat Mouzaoui et à ton invité aussi. Et cette fois-ci, donc nous allons nous intéresser encore une fois au patrimoine puisque nous célébrons le mois du patrimoine. Vous allez voir, nous avons un plateau très coloré, très bien décoré et nous allons revenir donc sur tous les éléments que nous avons en compagnie de notre ami comme chaque samedi, Amina Ziri. Ce sera juste après cela. أمينة بونجور شراكي سعيد جملتكم شراكي مع الصحة الحمد لله وانتم الحمد لله بخير سقسي عليك الخير سؤال عليكم جو دي بونجور وي حبيت نقول لك باللي aujourd'hui c'est un voyage dans le temps que tu nous proposes, c'est un voyage dans les âges que tu nous proposes, dans les quatre coins du pays que tu nous proposes, n'est-ce pas? Le plus important dans tout ça, c'est que j'invite tout le monde et notamment mon ami Nour Houda, un voyage à travers une ville, elle est considérée l'une. Il y a le réalisateur qui est en train de faire le suspense, hein, il n'a pas envie de faire le large, hein. Il veut toujours pas faire le large pour nous montrer, il me le dit. Hein. Un voyage dans une région qui est considérée comme l'une des plus belles villes du monde. C'est la Bougie, la Splendide, la Belle, Vgaïs, Bdjaya. Voilà. Donc, je dis bonjour à tous nos amis qui nous regardent, les fidèles de Bonjour d'Algérie, très contente de retrouver mes collègues et aussi nos téléspectateurs. Donc, moi, je dis toujours que on est très fiers d'appartenir à ce beau pays. Un grand pays, Rabbi yahfadou, Rabbi ba'ad alina al-ain, un continent qui est l'Algérie. Et à chaque fois, هكذا نحوسوا رانا نحوسوا في هذه البلاد الشابه qui est l'Algérie. Donc une petite balade à Béjaïa ce matin à travers الحراير. شوفي ذاك الزين شوفي قبل نور الهدى وشوفي دوك العذرات الله يبارك. Donc ils ont fait le voyage spécialement pour Bonjour d'Algérie. Alors Rania, elle s'est déplacée, elle a démarré à 2h du matin pour être au rendez-vous. مرحبا بك Rania. Elle fait un travail extraordinaire pour la promotion de notre patrimoine culturel. C'est une passionnée de poupées et donc elle a ramené ces petits mannequins, cette collection qu'elle a créée, qu'elle a confectionnée elle-même. Donc c'est des poupées habillées de costumes qui représentent chaque région de notre pays, n'est-ce pas Rania? Slama, ça va? مرحبا بك معنا راكي في دارك راكي في بلادك كنتي في بجاية كيف العاصمة مرحبا بك مرحبا بك et je dis bonjour aussi donc Rania Abbas et madame Mariam Saïh Mariam Saïh madame Saïh donc elle est avec nous qui est aussi de Béjaïa. Elle est chef en gastronomie internationale. مرحبا بك. Elle a représenté l'Algérie et l'art culinaire algérien dans plusieurs pays et elle a décroché aussi plusieurs prix, n'est-ce pas? Exactement. مرحبا بك. Ça va, merci. Je vous remercie pour l'invitation. Je suis trop contente d'être parmi vous. Voilà. Donc, Bdjaya, vous êtes une passionnée de poupées, une grande histoire entre Rania et la poupée. Racontez-nous un petit peu cette belle histoire d'amour.
Bon, ça a commencé comme ça. J'aime bien travailler tout ce qui est minuscule. J'aime bien les traditions d'Elna. J'ai envie de les faire entrer par la poupée. D'accord. Parce que comment dire, les traditions d'Elna, ils commencent à se dispatcher et tout. Donc, à disparaître. Voilà. Ce que j'ai pensé de faire la poupée, d'entrer nos coutumes, nos histoires à travers ça pour l'Adjel الجاية. Inch'Allah. Et chaque poupée a une histoire. Oui. Hein? Chaque poupée a une histoire. Donc, on a une belle qada avec les... Voilà, une très belle qada. Donc, il y a la tenue le blouse à l'Oharania. Il y a aussi le haïk qui est omniprésent. Cette femme qui représente aussi nos grands-mères, nos ancêtres. Avec avec Tafounar. Voilà. Donc, je voulais juste dire, Nolhuda, que quand on parle de tenue traditionnelle bougiotte, voilà. Là, on voit une belle scène de vie qui est représentée par les poupées. C'est la belle-mère et la belle-fille. Exactement. مازالهم عايشين en harmonie, ما تخافوش. مازالهم عايشين. Ça va pas disparaître. Voilà. Donc, Rania, moi je voulais juste dire que c'est vrai que quand on parle de Béjaïa, quand on parle de la tenue traditionnelle bougiotte, on pense à la tenue kabyle. Mais moi, ce que je voulais dire aujourd'hui, c'est que Béjaïa a plusieurs tenues, entre autres le djibba, le bjaouia. Elle est là? Oui. Comme celle-ci, c'est djibba bjaouia. Il y a la rouge, c'est ça? La rouge. Il y a l'autre, la blanche aussi, la verte. C'est typique bjaoui. Donc, la robe bjaouia, باينة. ما كي نخيطوها on dirait une robe. Elle ressemble un petit peu à la robe Constantine. De l'Est. La Gondora. Mais la différence entre Bjaouia et la constantinoise, c'est les panneaux qu'on met sur le côté. C'est ce qui fait la différence entre le constantinois et le Bjaoui. Et donc, le Bjaouia, elle est aussi omniprésente في تصديرات على العروس. Oui. Hein? Obligatoire. Et qu'est-ce qu'elle met la mariée faire ça? Elle met je veux dire la robe Bjaouia pour le henna, pour تصديرها aussi. Qui تخرج من دار مواليها aussi, elle met la. Très bien. Et Rania, vous êtes styliste aussi, hein? Vous faites aussi elle est aussi artiste, donc elle fait l'art abstrait. Je ne sais pas si vous avez ramené le tableau. Oui, je l'ai ramené, juste derrière moi. Il est juste là. Très bien, très bien. Donc, Nolhuda, حنايا في عاداتنا الجزائريين كي نروحوا ما نروحوش يدينا فارغين. Voilà. Donc, Rania nous a ramené ce beau plat. Voilà. ما نعرف نخاف نقول لك إلى الذوقي. نخافك نخافها تقول لي باش تشوفوا القفطاني لي بريزون يا جماعه il a existé depuis des siècles عندنا هاي لك n'est-ce pas donc un petit mot على القفطان. J'ai fait spécialement ça pour dire que le qaftan, il a toujours existé. Soit à Bougie, soit à Alger, soit toutes les régions. À l'ouest. Voilà, il a toujours existé partout, dans tous les territoires algériens. Algériens, bravo. Bravo. Donc, je ne sais pas si Madame مريم وتاتي سايح وتاتي تكلمينا شوية على هذا لو بلا. هاني نشوفها السفة. Bon, oui, c'est vrai, الناس الغرب كامل يعيطوا لها السفة، mais ça n'a rien à voir. حنا هذا نعيطوا له أطمين يحمل. أطمين يحمل. فوالا. دونك هذا طمينة سخونة. ماشي طمينة. طمينة باينة، هذا الطمين. وي. دونك وري هكذا تلقاي باللي يطيب كيما براسك كيما السفة، مي سي با لا ميم شوز. حنا هذا نديروه بوكو بلوس بوغ لي زوكازيون، نديروه للعراس، نديروه زيادة. داكور. نديروه بوغ
les festivités, par exemple, quel Mouloud. D'accord. Donc il est présent في المناسبات وبوكو بلوس احنا en vérité نديروه بالرمان. D'accord. بالرمان comme c'est pas la période. C'est pas la saison. C'est pas la saison donc نطيبوا سميد كامل حتى نيتي. Après نديروه بالرمان والبن. On le représente بالبن. Donc il représente un petit peu Arfis تاع الشرق. Voilà, à peu près. Oui. C'est différent. Il y a une petite différence. Une différence, la préparation. La préparation. D'accord. Et on le prépare comment, Rania? Bon, je mets de l'eau, de l'huile d'olive, un peu de sel. Après, je rajoute qui était à ébullition. Je rajoute la semoule et je tourne. On n'arrête pas de tourner. On n'arrête pas de tourner jusqu'à ce qu'il boit l'eau. Vraiment, il devient sec comme ça. Il faut يكون مفروق. C'est-à-dire, quand on ne sait pas le faire, il t'adjune ou voilà. Donc là, il faut être spécialiste. Faut être spécialiste. Donc il ne faut pas s'arrêter. Si on s'arrête, bon, ça fait de la musculation, bien sûr. C'est-à-dire, il faut que vraiment surtout pour l'ARS. Imaginez un petit peu les quantités qu'on fait. Il ne faut pas qu'elle s'arrête. Parce que si on s'arrête, on le rate. En tout cas, merci Rania. درتيه البارح. درتو البارح. Merci beaucoup, يعطيك الصحة. Et qui dit bien sûr, Béjaïa dit le fameux plat populaire, traditionnel, tikr babin, ou la tikr babin, il est appelé aussi tiasbanin. Par exemple, on le prépare beaucoup à Béjaïa dans toutes les régions. Dans toutes les régions. Voilà, donc la span, ça reste l'incontournable plat traditionnel de Béjaïa. Donc, chaque région de la ville de Béjaïa le prépare, c'est-à-dire chaque région a sa façon de préparer, mais la base Béjaïa, par exemple, il est préparé en sauce rouge. En sauce rouge avec des légumes, des lentilles aussi. Des lentilles, des pois chiches, de la coriandre, de la menthe. Oui, de la menthe et tout. Bon, nous, la pâte, la différence, elle est dans la pâte. D'accord. Nous, en fait, on fait que l'oignon, on le râpe, un peu de tomate et la coriandre. La كاين اللي يحبوا الشحمة, bon, ça reste, c'est au choix après. Les régions l'autres, ils diront tous les légumes, ils les râpent la pâte. D'accord. C'est ça qui est la différence. Ils diront un œuf à l'intérieur. Nous, on ne fait pas. Non, on ne le fait pas. Mais ça reste la même préparation, à quelques changements de près. Voilà. Après, à chaque fois, j'ai remarqué quand on parle de Béjaïa, on parle de l'aspan, de Hada, de Kerbabine. Il y a un plat vraiment ancestral et un plat vraiment typique de la ville de Béjaïa. Il n'est pas connu. الناس كامل il faut être bougeotte typique باش تعرفي لها هي الحريره قارصه. D'accord, درتي لي عليه. Voilà, الحريره قارصه, on parle pas assez de الحريره قارصه comme on est des bougeottes, donc on la prépare beaucoup plus في رمضان. Donc c'est une soupe qu'on prépare et il ressemble un petit peu à l'harira de l'ouest algérien. Pas de légumes, rien. Il y a que le levain. Pourquoi on fait ça? On a compris ça après, avec la cuisine, nos grand-mères, elles étaient vraiment ingénieuses sans faire d'études. Donc le levain, comme il est bon pour un levain, il est bon pour le microbiote. Donc on nous c'est-à-dire on prépare la pâte, le levain, donc après on prépare الدرسة هذيك, نديرو الثوم, نديرو القزبر, نديرو كروية, شويه الفلفل هذاك الحار باش تعيطوا انتم قرن هذاك اسمه. احنا فلفل قرون ولا فلفل قناوه؟ فوالا قناوه. انتم تقولوا له فلفل قرحان. فلفل قرحان, فلفل قناوه احنا تنقولوا له هكذا. دونك après نطيبوا bien sûr كلش درسة, je vais pas m'attarder sur la recette. ومن بعد هذاك لو لوفان نديروا له الماء به اللي نمرقوا. D'accord. نخلطوا كلش. Après, c'est avéré quand on prend ça avant de manger, on prépare son estomac à recevoir donc on ne tombe pas malade. Super. Et on ne sent pas avec la lourdeur. Très bien. Donc c'est le microbiote qui fait travailler le... Très très bien. Voilà. Donc Nour El-Houda qui dit Béjaïa dit aussi Sadq el-Bjaoui ou Sadq Abjaoui. C'est le maître incontestable qui a marqué
marqué l'histoire de l'Andalou à Béjaïa et même en Algérie. Il est né en 1907 à Béjaïa, décédé en 1995, donc qui a fait quand même un parcours très 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 riche, et il a exercé dans tous les styles de l'Andalou, في الحوزي, في العروبي, في المديح, et dans la chanson kabyle aussi, et aussi dans l'écriture du théâtre. Donc on termine en beauté avec un petit hommage à cette personnalité artistique qui a marqué l'art et la chanson andalouse algérienne, Cheikh Sadek El Bdjaoui, Allah yarhamou, Sadek El Bdjaoui. Très très bel extrait, hein. Merci à la régie, très bel extrait, oui. Le waqfa, le charisme, la présence, la voix de ténor, une très belle voix. Il a une C'est école ça l'Algérie, Masha'Allah, il a une école. Depuis 1970 ou là, bien avant, bien avant, oui. Et puis on a parlé avec, j'ai eu l'honneur de discuter avec Madame Rania. Il a même un groupe féminin, un orchestre féminin appelé Cheikh Sadek El Bdjaoui, constitué de femmes, de belles femmes, qui sillonnent en ce moment le monde entier pour faire connaître notre patrimoine culturel national musical. Voilà, donc elle est connue aussi, Bdjaïa. On termine sur ça. C'est bel gâteau. Donc, le maqrout omniprésent, le Inch'Allah. Non, là, c'est bio, hein, c'est des gâteaux bio à 100% bio. D'accord. Voilà, donc. Préparés par les mains de... Alors, si juste je peux récupérer le plat de maqrout pour qu'on puisse le montrer à nos téléspectateurs, voilà. Très très مقرات بجاوية بتمر à l'ancienne. والنقاش والنقاش. شوفوا ما نقدروش نهضروا على بجاية بلا النقاش. Il a une كيفاش يقولوا une célébrité internationale. Il est très célèbre. Il est unique, il faut être bougeotte pour le faire. Voilà, شوفوا يا جماعة. فوالا دوماج كو نور الهدى ديروا بنين بصح ما ديروش تحفون كيما نقول تحفون سي كوا لاستيس جوستومون باش يدي الشباب باش فوالا دونك لاستيس على النقاش Donc il faut prendre la pâte raqiqa vraiment très fine et rapprocher l'une de l'autre. Très C'est vrai qu'il faut le mettre au congélateur avant de... Oui. Ah d'accord, l'astuce est là. Oui, l'astuce au congélateur. Moi je le fais, mais je leur dis mangez et fermez les yeux. المهم البنة. Le congélateur fait congélat. Non, c'est juste hybride. Voilà. En tout cas, ça a été un plaisir de vous avoir reçu, d'avoir partagé le plateau. Atteignez la cuillère. Voilà. Merci. Des cuillères en bois, bien sûr. Comme ça, on va terminer. Je prends avec du sucre. Ah bah oui, c'est avec du sucre. Sucre avec des amandes. Il faut faire le mélange pour bien. Des noix aussi. صح لازم البينة وربي يهنينا أنا. C'est très très léger en tout cas. C'est léger, oui. يعطيكم الصحة. Merci à vous. Voilà. Donc nous... On donne la parole à Rania, تفضلي. Très rapidement. تفضلي un mot pour terminer cette belle rencontre de القعدة الشابة البجاوية. Je vous remercie de m'avoir accueilli sur le plateau. Et maintenant, j'espère qu'on va avancer. On va avancer. Et une exposition très prochainement. Inch'Allah, je vais faire plus que ça. Inch'Allah. En tout cas, très très belle continuation. Amina, merci beaucoup. Inch'Allah, yatek saha, madame. Merci beaucoup, Amina. C'est un plaisir de partager. Merci beaucoup. Le voyage dans notre patrimoine. Merci, très belle continuation, mesdames. Et voilà, donc nous arrivons à la fin de l'émission. Mais avant de se quitter,
toute l'équipe de Bonjour d'Algérie ainsi que la Régie 7 souhaite un joyeux anniversaire à notre petite Safa Labadi qui fait ses 14 ans. C'est donc la fille de notre chef d'émission Sohila. Rabbi tawal fi amarha inchallah wa rabbi njaha. Mabrouk Aleh, je dis Mabrouk Aleh, mon beau-frère qui habite à Montréal, Mohamed Galiz, son fils, il a eu 10 jumeaux. Donc Mabrouk Aleh, on يتربوا في عزهم ان شاء الله على ماما جوزتها كلثوم son beau-père Mohamed. Donc انيس نقول له مبروك عليه. Voilà, on termine sur de bonnes notes finalement aujourd'hui. Alors, Safa Farhina, n'est-ce pas? Voilà, donc nous arrivons à la fin de notre émission. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Je vous souhaite très agréable journée à tous. Vous retrouverez mon ami Amal Almi dès demain à partir de 8h, Inch'Allah, pour ma part. Je vous retrouverai le week-end prochain. Excellente semaine à tous. Au revoir. يصبي العقول ما avec Soraya Hamoudi à la réalisation, Hadjer Bessaou Scriptana et moi-même à la présentation. Eh bien, nous sommes ravis de pouvoir vous retrouver tous les dimanches et lundis à partir de 15h et en direct dans les studios de Canal Algérie avec de nouvelles chroniques, mais également des invités, des sujets d'actualité. Tout cela dans une ambiance fort sympathique. N'oubliez pas donc le rendez-vous tous les dimanches et lundis à partir de 15h sur Canal Algérie et surtout, souriez. Vous êtes bel et bien sur Canal. يا ناس آمه حبي الموقر يا ناس آمه عزي الأكبر لو تسألوني نفرح ونبشر لو تسألوني نفرح ونبشر ونقول بلاد الجزائر ونقول بلاد الجزائر بلاد الجزائر يا سايح هيا نتعاهد ويلا هدينا ويلا هبينا نترافق لسيدي راشد في قسنطينة في قسنطينة تمشي وبعينك تشاهد مناظر زينة مناظر زينة ترى تحت البس الأسود بنت قسنطينة بنت قسنطينة
نتعرف برجال العهد والكلمة رضينا والكلمة رضينا تفرح وتسعد وتعاود وترجع لينا وترجع لينا يا ناس آمهوا حبي المفخر يا ناس آمهوا عزي الأكبر لو تسألوني نفرح ونبشر لو تسألوني نفرح ونبشر ونقول بلاد الجزائر بلاد الجزائر مشتاق باغي قطرينا المشهور لا سامحني الامر السواق ونقول له دور الوهر ندوره بلاد الكرم زينة الاخلاق من حقك تمشي ليها تزور تستغل الفن اذا كنت ذواق يا قهوة القصبة ميبورة لسيد الهواري نمشوا رفاق قبل ما تقطع البحور ونخاف يغيظك الفراق وقت اللي تركب في البابور يا ناس آمهوا حبي المفخر يا ناس آمهوا عزي الأكبر لو تسألوني نفرح ونبشر لو تسألوني نفرح ونبشر ونقول بلاد الجزائر بلاد الجزائر تشوف بلاد الصحراء وبالك تنسى اللي فات مثل الغزلان وعيشة التمرة وزين البدويات رجالها ملاح وثاني شكرة ما تمثلهم هيهات يعرفوا للجملة والقصرة وين قلت يقولوا مشات رعيان تغني على السمرة وخيار النيليات يشعلوا في قليبك جمرة ويربوا لك ليعات يا ناس آمهوا حبي المفخر يا ناس آمهوا عزي الأكبر لو تسألوني نفرح ونبشر لو تسألوني نفرح ونبشر ونقول بلاد الجزائر بلاد الجزائر
70 دايما حب العمل والتقدم العصرية. بعد اللي شاف بلادي وبهاها سألت السايح على نظريته، قال لي من اللي ما يزور عاصمتها وما يتفكر فيها ذكرياته، من بعد غياب وعليها أو يخصص لها زيارته. قال من اللي ما يزور عاصمتها وما يتفكر فيها ذكرياته، من بعد غياب وعليها أو يخصص لها زيارته، أو يفوت على إسخافها أكثر من مرة في نزهاته، كلمة حب يقول خلقت فيها شحال من براني ملكاته، أشكون اللي ما يحب يعشر فيها أو ينوي فيها طول حياته، مادام باقي عزت عليها سيدي عبد الرحمن وبركته. يا ناس